Vous pensez que le viager, c'est uniquement dans les vieux films? Eh bien, détrompez-vous. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle manière d'investir qui est relativement connue mais peu maîtrisée. J'ai nommé le viager, qui est à nos yeux une réelle opportunité d'investissement. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Kevin Robert, je suis gérant de mon cabinet en gestion de patrimoine K Invest et Patrimoine, conseiller en investissement financier. Et nous avons créé avec Tobias Portman, qui est mon associé, nous avons créé une société d'investissement immobilier clé en main qui se nomme Estate Vision. Tobias est directeur d'une agence immobilière sur Montpellier et nous avons à cœur de nous substituer à l'investisseur justement qui ne souhaite pas s'occuper des différentes étapes lors de l'investissement immobilier. Les différentes étapes, ça va être notamment la recherche du bien immobilier, l'analyse de celui-ci, la gestion des travaux, la gestion locative, ce qui est en général chronophage et qui fait peur. Cependant, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler de Estate Vision, car nous allons rentrer plus en détail dans l'opportunité que constitue le viager. C'est une demande qui a été faite par nos clients, notamment en gestion de patrimoine, qui cherchent des manières un petit peu différenciantes de se créer un patrimoine immobilier. Et nous avons décidé avec Tobias de prendre une vingtaine de minutes pour vous le présenter, pour le partager à nos clients qui nous l'ont demandé. Et bah, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que nous l'avons postée sur notre chaîne YouTube. Et c'est avec grand plaisir que nous allons vous faire cette présentation. Tobias, as-tu quelque chose à rajouter au niveau de l'introduction avant que nous démarrions? Bah, écoute, c'est parfait, Kevin. Juste, on va essayer de faire une conférence pour les investisseurs, donc les investisseurs qui vont se nommer aujourd'hui des rentiers, puisque c'est comme ça qu'on nomme les personnes qui achètent un viager, et on va vous démontrer pourquoi c'est une manière intéressante de diversifier son patrimoine et surtout qu'il y a une certaine rentabilité dans ce type de projet. Très bien. Coucou, je suis là. Nous C'est voyons parfait, je vois bien le maintenant. diapo. Très bien, c'est magnifique. Avec la technologie, on fait beaucoup de choses. Alors, si vous voulez nous chercher, vous tapez estedvision.fr. On a mis quelques projets sur notre site internet. Hop, voilà. Alors, l'histoire du viager, parce que l'intérêt d'une solution, bah, c'est déjà de comprendre d'où est-ce qu'on vient. Alors, le concept de viager trouve ses racines dans l'Antiquité. Hein, les Romains utilisaient déjà plus ou moins le même système qu'on nommait, qu'on appelait l'anua ou l'anua, Tobias, De la noix. l'anua, voilà, qui consistait à reverser une rente annuelle en échange de biens ou de services. Ce système répondait plus ou moins à un besoin déjà d'époque, hein, qui était de garantir une certaine forme de rente pour certaines personnes qui étaient âgées et qui cherchaient des manières justement de se créer des ressources fixes. Donc la pratique est ancienne, hein, elle vient de l'époque romaine, elle a évolué en France notamment en 1804, insufflée par Napoléon qui l'a inscrit au niveau du Code civil. L'anecdote la plus connue récente, ça va être Jeanne Calment. Jeanne Calment qui a enterré son avocat conseil. Donc pour la petite histoire, l'avocat de Jeanne Calment a justement versé un bouquet et une rente à notre chère dame. Cependant, madame a vécu 3 ans plus tard, hein. Elle a décédé 3 ans plus tard que son avocat conseille, et ce sont les enfants qui ont continué à verser la rente. Voilà pourquoi est-ce que on connaît bien Jacques Calment, on parle du viager d'une certaine manière, et ça a été également repris dans un film français que vous connaissez peut-être, Le Viager, que je vous invite à voir, qui est assez drôle dans son approche de la chose. Cependant, ici, nous ne sommes pas là pour parler Jeanne Calment, mais nous sommes là pour parler investissement et pourquoi justement le viager est une magnifique opportunité de se créer un patrimoine immobilier. Madame Calment était une anomalie. Aujourd'hui, nous allons parler de la globalité et des généralités. Un peu comme un investissement immobilier locatif qui est squatté. C'est une anomalie, c'est quelque chose qui n'arrive pas régulièrement. Est-ce que les Français
pour autant n'investissent pas dans l'immobilier parce qu'il y a quelques cas de figure où leur bien immobilier peut être squatté? La réponse est non, c'est exactement la même chose dans le viager. Donc une fois que ce débat est clos et terminé, on peut s'intéresser réellement à l'intérêt du viager et justement pourquoi est-ce que c'est un besoin sociétal. Bien, merci Kevin. Tu viens de nous parler du principal risque concernant le viager. Effectivement, c'est un risque, il faut le prendre en compte. Mais par contre, il y a énormément d'opportunités qui sont liées à ce risque et qui dit risque dit rentabilité. Donc aujourd'hui, le viager, c'est un moyen d'investissement et surtout un outil sociétal qu'il faut développer. Il y a un vrai besoin de développer le viager. Tout bêtement, c'est puisque la société a tendance à vieillir hein, de plus en plus. On a aujourd'hui en France 27% de la population qui a plus de 60 ans et 10% de la population qui a plus de 75 ans. Donc on sait qu'on est dans une population qui a tendance à vieillir et cette population vieillissante a un besoin, un choix, c'est de vieillir chez eux le plus longtemps possible. On sait, on connaît tous les scandales liés notamment à Orpea ces derniers moments avec les maisons de retraite ou les maisons médicalisées qui ont eu quelques scandales. Donc les personnes cherchent à en rester éloignées le plus longtemps possible. Donc ils veulent vieillir chez eux. C'est un lieu qu'ils connaissent, ils sont habitués, ils ont vécu pendant de nombreuses années, ils ont leurs habitudes au sein du quartier. Et ça, c'est quelque chose qui leur permet de rester en bonne santé physique et mentale, surtout ce qui est le plus important. Pour parler un petit peu de la structure du patrimoine et la structure immobilière du viager, il faut savoir que les personnes âgées ont un patrimoine qui est très fortement concentré dans l'immobilier. Ils sont assez peu diversifiés, pour utiliser des termes d'un cabinet en gestion de patrimoine. euh, et ils sont très concentrés autour de leur résidence principale. C'est souvent des biens sur lesquels ils n'ont plus de crédit, qu'ils ont achetés il y a 15, 20, 30 ans et dont les prix ont très fortement augmenté, ce qui prend forcément une part importante de leur patrimoine. Ce sont des biens qui sont généralement en première couronne aux alentours des premières métropoles et c'est souvent des maisons individuelles avec de, de nombreux mètres carrés, souvent un jardin. Des fois, on peut en faire le tour. C'est rarement des maisons mitoyennes, mais ça peut arriver. Donc, c'est le rêve français par excellence d'avoir ces maisons. C'est des biens rares et assez fortement valorisés au sein des grandes métropoles françaises. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant d'acheter du viager pour acquérir des biens qui ne sont pas disponibles sur le marché via des ventes classiques. On va essayer de vous dégrossir un petit peu le fonctionnement autour du viager, puisque ça peut être assez complexe et surtout, il y a plusieurs branches en fait, et plusieurs cas de figure qui peuvent être envisagés sur une vente en viager. Et il y a quelques termes à connaître pour pouvoir investir en viager. Hmm. Les premiers, c'est la différence entre débirancier et crédirancier. Le débirancier, c'est la personne qui achète le viager, et le crédirancier, c'est la personne vendeuse qui vend son bien. Il faut savoir que dans le viager, on a deux types de ventes qui différentes. On a déjà le viager libre ou le viager occupé. Dans le viager libre, c'est assez explicite, hein. On achète un bien où il n'y a personne dedans, tandis que dans le viager occupé, on a le crédirancier qui va rester dans sa maison ou dans son appartement avec un droit. Ce droit, il peut être de deux formes. On peut avoir le droit d'usage et d'habitation ou l'usufruit. L'usufruit, c'est le droit d'user du bien, c'est-à-dire qu'on a le droit de l'occuper, mais on a aussi le droit de le louer. Donc ça, c'est ce qui regroupe en fait l'usufruit. Et l'usufruit peut être transmis. C'est-à-dire qu'on peut transmettre l'usufruit soit à ses enfants, soit à une autre personne. C'est pour ça qu'on a le droit de notamment euh, louer le bien, même en viager, si on fait un viager via usufruit. Le droit d'usage et d'habitation est un peu plus restrictif. Il est vraiment intuitu personae. Il est attaché au crédit rentier, c'est-à-dire que la personne a seulement le droit d'occuper le bien et n'a aucunement le droit de le transmettre.
Voilà, donc c'est vraiment les deux cas de figure qu'il faut étudier, qu'il faut prendre en compte. Et forcément, la valorisation du viager sera totalement différente en fonction du droit qui y est attaché. Il faut savoir que l'usufruit est plus fortement valorisé que le droit d'usage et d'habitation. Dans la majorité des cas, ce sera toujours un droit d'usage et d'habitation. C'est assez rare de faire un viager avec usufruit. Pour vous parler un peu plus du viager au niveau de sa valorisation, on a un barème qui s'appelle généralement le barème d'Aubry, qui permet de définir la valeur du viager. Ça prend 4 points en compte. Le premier, c'est les personnes qui vont rester dans le viager, les crédits rentiers. Donc, on va prendre en compte leur âge, leur sexe, si on a une tête ou deux têtes. Donc, si on a une personne qui reste dans la maison, dans le bien, ou deux. La deuxième, c'est la valeur vénale du bien. Donc ça, c'est fait via une estimation d'un agent immobilier ou d'un professionnel du secteur. Après, on a la valeur du bouquet qui est définie par le crédit rentier et ainsi que le prix de la location du bien. Donc ces quatre éléments font la valorisation du viager. Et après, on définit en fait dans la valeur du viager la valeur vénale qui se divise en deux. D'un côté, le bouquet. Donc, le bouquet, c'est une somme payée immédiatement après la signature de l'acte de vente. Et la rente viagère. La rente viagère, c'est une rente qui est versée au crédit rentier toute sa vie jusqu'à son décès, soit annuel, soit semestriel, soit mensuel. Donc, on peut le choisir et on peut tout définir au sein de ce contrat. On peut essayer de négocier la valeur du bouquet, on peut essayer de négocier la valeur de la rente. Tout ça et fait l'usage de négociations et nous sommes là pour vous accompagner dans ce type de négociation. Très bien, Est-ce très que bien. il y a des points à approfondir, Kevin? Non, mais c'est très bien. Effectivement, ce qu'il faut retenir, bah, c'est que lorsqu'on investit dans un viager, alors sur ou dans un viager, les deux se disent, c'est qu'il y a un bouquet, donc une somme initiale qui est souvent importante, plus une rente qu'on verse tous les mois. Et ça, c'est vraiment en fonction du profil du vendeur, hein. C'est le vendeur en général qui définit ses besoins. Et bah, derrière, justement, on voit avec bah, quelle somme est adaptée d'un seul coup, donc le bouquet, et quelle somme est adaptée pour ces vieux jours, pour qu'ils puissent recevoir une rente viagère. Si vraiment il y avait deux choses à retenir dans tout ce que tu viens de dire. Et ensuite, bah, le barème, lui, est défini par une méthode de calcul assez complexe, qui n'a pas vraiment de statut, de jurisprudence là-dessus. C'est plus une méthode, la méthode d'Aubry, qui est utilisée de manière un peu collégiale. Maintenant, il n'y a pas vraiment de vérité vraie sur le sujet. C'est ce que tu nous as dit. On peut tout modifier en fait, c'est ça qui est pratique aussi dans le viager. Généralement, la somme du bouquet représente environ 30% de la valeur vénale, mais ça peut tout à fait être modifié en fonction des besoins de chacun. Il y a certains crédits rentiers qui ont besoin d'une somme un peu plus importante pour faire des investissements ou transmettre leur patrimoine, donc ils vont demander un peu plus de bouquet. euh, ou inversement, s'ils ont des capacités ou des retraites très faibles, ils peuvent demander une rente un peu plus élevée pour subvenir à leurs besoins. Donc, tout est adaptable dans le viager et c'est ça qui rend la chose assez pratique. Ok. Et en même temps, ça permet bah, de faire la transition avec les cinq avantages principaux. Pourquoi investir dans le viager plutôt que de l'immobilier classique? Pourquoi faire un viager plutôt qu'acheter son appartement et le mettre en location? Sans taper bien évidemment sur l'immobilier traditionnel, parce que nous faisons de l'immobilier traditionnel, nous faisons d'ailleurs tout type d'immobilier au sein d'Estate Vision, voire même des opérations de marchand de biens, des opérations de division, des opérations type immeuble de rapport. Donc l'idée n'est pas du tout de casser du sucre sur les autres méthodes, mais d'avoir une vision un peu plus globale. Faut savoir une chose, dans le conseil patrimonial, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, mais il y a toujours des solutions en fonction des objectifs et du profil du client. Le viager répond, pour moi et à nos yeux, à certains profils de clients. Le premier, bah, c'est que le prix d'acquisition est attractif, hein. En raison de l'occupation du bien, on a un prix d'acquisition qui est bien en deçà du marché, tout simplement parce que le bien, on ne peut pas en jouir immédiatement. Donc, on achète quelque chose avec une très forte décote. Et même si le viager est occupé un certain nombre d'années, eh bien l'idée c'est justement d'aller sur un type de viager qui fait
qu'on gagne de l'argent, même si le dénouement du viager est dans un délai plus important. La deuxième chose, c'est une gestion facilitée. Tobias, je te laisserai parler à la fin de à la fin des 5 avantages. Tout à fait, chef. Mis à part si tu avais quelque chose à rajouter sur le prix d'acquisition attractif. J'avais quelque chose à rajouter sur le prix d'acquisition attractif. C'est important de comprendre qu'il y a assez peu d'investisseurs qui sont prêts à aller sur le viager par méconnaissance majoritairement, et que du coup, des personnes qui cherchent à vendre en viager sont assez nombreuses et assez démunies face à la situation. Donc c'est vrai qu'il est plus facile de trouver un viager à acquérir que de vendre son viager. Et donc on peut encore trouver des bonnes opportunités dans ce type d'acquisition. Donc ça renforce encore le côté prix d'acquisition attractif. Exactement, exactement. Donc, on est sur un marché où il y a moins de vendeurs que d'acheteurs, c'est bien ça? Non, il y a moins d'acheteurs que de vendeurs. Moins d'acheteurs que de vendeurs, pardon. Ok, donc s'il y a moins d'acheteurs que de vendeurs, ça veut dire que les acheteurs sont en position de force pour négocier. Tout à fait. Question d'offre et de demande, c'est toujours pareil. Parfait, donc ça va dans le sens de nos clients. Le deuxième avantage, c'est la gestion qui est facilitée. Il n'y a pas ou peu de gestion. Tobias, tu pourras peut-être compléter ce que je viens de dire. Vous savez que dans l'immobilier traditionnel, vous avez notamment la gestion locative qui s'occupe de l'entrée, enfin l'état des lieux d'entrée et de sortie, qui s'occupe de la gestion du locataire. Il y a également une garantie de loyer impayé qui est souvent comprise dans le prix. Là, sur le viager, on n'a pas de gestion si ce n'est avoir un rapport cordial avec le vendeur. C'est ça. Alors, la gestion, ça se regroupe principalement au fait de revaloriser la rente annuellement, comme défini dans le compromis. C'est généralement à peu près tout ce qu'il y a à faire, à part s'il y a des gros entretiens à faire au sein du bien. Par exemple, s'il y a la nécessité de faire un ravalement de façade ou s'il y a des problèmes de toiture, quelques petits travaux, mais sinon, c'est tout. Il y a pas du tout les mêmes problématiques qu'avec un locataire si jamais il ne paye pas son loyer, puisque en fait, c'est pas le locataire qui va payer le loyer là. Donc, c'est vraiment différent. Eh bien, En gros, c'est le paiement des rentes et charges majeures c'est les gros travaux. C'est tout ok, ce qu'il donc y a si en par gestion. exemple la toiture venait à être refaite, c'est à la charge de qui? C'est à la charge du débit rentier, donc de l'acheteur. Parce qu'en fait, D'accord. ça touche à la structure même de la maison. Comme il est titulaire de la nue propriété, c'est à lui que revient cette charge. Après, heureusement, c'est pas des charges qui arrivent tous les 4 matins. Un peu comme pour le nu propriétaire, c'est lui qui a les charges les plus importantes. Souvent on l'oublie ça, hein, lorsqu'on fait du démembrement de propriété, le nu propriétaire doit payer les grosses dépenses. Et la Euh, taxe foncière. et la taxe foncière, effectivement. Troisième avantage, c'est l'entretien du bien, et celui-ci est très important. Le bien est entretenu, il s'agit de la résidence principale du vendeur. En général, ce sont des personnes âgées qui s'occupent bien de leur jardin, qui font régulièrement le ménage, qui sont très attentifs à ce que le bâtiment se porte bien. Et nous, en tant qu'acheteurs, ça nous rassure parce qu'on n'a pas, voire peu de dégradation locative qu'on pourrait potentiellement avoir sur de l'immobilier plus traditionnel. Le quatrième avantage, eh ben, c'est qu'on se crée un patrimoine sans fiscalité, hein, parce que lorsque vous investissez dans l'immobilier, vous avez des loyers, ces loyers sont fiscalisés, hein, c'est un sujet assez brûlant du moment, comment boucler le budget 2024, voire bientôt 2025, eh bien, la pression fiscale est en grande partie, permet en grande partie de boucler le budget, hein. Donc sans fiscalité, l'État est totalement en faillite. Donc la fiscalité ne risque pas de diminuer. C'est vrai que lorsqu'on investit en viager, eh bien on n'a pas de loyer, et donc on n'a pas de fiscalité, et ça joue énormément sur la rentabilité. Et enfin, La, oui, la seule point fiscal qu'il y a à prendre en compte sur le viager, c'est tout de même l'impôt sur les plus-values. Si jamais on revend le bien à la fin du viager, il peut y avoir une différence et forcément on aura un impôt sur cette différence. tout à Voilà. fait. Et ensuite, le dernier avantage, nous ne passons pas par une banque, pas de recours, pardon, au crédit bancaire.
En règle générale, le bouquet est financé sur les fonds propres, hein, donc il faut avoir la trésorerie, bien évidemment, mais les banques ne le financent pas pour le moment. C'est peut-être quelque chose qui viendra dans les prochaines années au vu de la démocratisation de la chose. En tout cas, à l'heure actuelle, on n'a pas besoin de recourir au crédit bancaire parce que les sommes sont quand même plus accessibles que de l'immobilier, que si vous deviez acheter le bien immédiatement. Et idem pour les rentes, en règle générale, les rentes, lorsque j'investis en viager, c'est quelque chose qui est accessible d'un point de vue financier. Je suis capable de verser ces rentes et donc je me squeeze complètement du crédit bancaire. C'est pas mal quand même pour les personnes qui sont endettées, qui sont suffisamment endettées et qui souhaitent continuer à développer leur patrimoine immobilier. C'est bien également pour les personnes qui ne veulent pas passer par le système du crédit bancaire. Ça peut tout à fait se comprendre et d'autres qui peut-être s'estiment trop âgés, qui ne veulent pas repartir sur un nouveau crédit. Donc voilà, on s'adresse à des personnes justement qui sont un petit peu, se différencient des investisseurs en immobilier classique. Les bonnes pratiques à respecter, il y en a quand même quelques-unes. Au même titre que l'immobilier traditionnel, on fait attention, nous sommes vigilants à l'emplacement. Rappelez-vous les trois règles de l'immobilier, emplacement, 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 ce sont les mêmes pour un viager. Un bon quartier est primordial et également acheter un juste prix. Si on peut acheter un prix du marché, tant mieux, mais si on peut négocier, c'est encore mieux. Et nous sommes là pour vous accompagner justement à bien négocier et à bien être attentif que le prix d'achat est pertinent. Deuxième règle de bonne pratique, ce n'est pas parce que j'achète avec une décote que le bien ne doit pas être entretenu. Le soin apporté par le propriétaire est important. Et également, c'est important quel soin il va apporter dans les prochaines années parce que ça va refléter sa valeur au moment justement du dénouement du viager. Troisième règle de bonne pratique, c'est l'avenir du quartier, hein. Il faut prendre en compte les projets d'urbanisme et l'évolution de la ville au même titre que l'immobilier traditionnel. Il y a très peu de choses qui changent. Enfin, les clauses juridiques, notamment être attentif à la revalorisation de la rente. Tobias, tu pourras nous en dire deux mots, notamment sur la renégociation de l'indice de revalorisation, pardon. Bien vérifier les conditions spécifiques, hein, notamment le droit d'usage et d'habitation. Est-ce qu'il y a une réversion de la rente en cas de décès? On pourra parler également de l'abondant de jouissance, de l'accord pour les annexes. Donc dans les clauses juridiques, c'est très important. On peut mettre beaucoup, beaucoup de choses, qui fait qu'un viager peut être important et l'être un petit peu moins. Et enfin, dernière règle de bonne pratique, bien évidemment, s'assurer de votre capacité financière et du fait que le bouquet plus la rente, vous soyez tout à fait capable de l'assumer sur une durée assez longue. Très important. Tobias, je te laisse redéfinir les clauses juridiques et nous apporter un peu plus de substance. Bon, bah, écoute, tu as commencé à toucher aux trois astuces que nous souhaitons donner en fin de vidéo. Euh, En fait, les clauses juridiques et notamment cet indice de revalorisation, il peut faire office de négociation. Donc généralement, l'indice qui est utilisé, c'est l'indice des prix de la consommation, c'est-à-dire que ça va suivre les prix de la consommation et que du coup le loyer va être attaché enfin la rente va être attachée à cet indice. On peut choisir des indices qui sont un petit peu moins rentables. Il faut forcément faire attention à ce qu'on peut choisir, mais on peut prendre l'indice des locaux tertiaires, enfin des locaux commerciaux, on peut prendre l'inflation. Donc, tous les indices sont bons, ça fait office de négociation. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné sur ce type de négociation. Et on est là pour le faire pour vous, puisque c'est des choses qui peuvent rendre un investissement en viager rentable euh, ou pas. Donc, c'est vraiment important de le négocier. Donc, on a parlé de quelques petites astuces qu'on souhaitait distribuer en fait aux personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. Est-ce que tu en as quelques autres à donner en plus de cet indice sur sur la revalorisation? Euh, Bien négocier l'abondante jouissance dans le cas de figure où les vendeurs partent en maison de retraite. Je sais pas si tu en as parlé. Tout Si à fait. effectivement le vendeur part en maison de retraite, vous pouvez récupérer immédiatement le bien et le mettre en location. Intéressant. Et donc, vous percevez un loyer et ce loyer, au final, couvre
en général une très grosse partie de la rente. Euh, Alors ça, il faut tout de même faire attention puisque l'abandon du droit d'usage et d'habitation, il y aura une revalorisation au niveau de la rente. En moyenne, c'est entre 20 et 40%, donc plus aux alentours des 30%. Donc, si vous avez une rente que vous donnez tous les mois de 1000 euros et qu'il y a l'abondant du droit d'usage et d'habitation avec une clause de revalorisation de 30%, ça veut dire que votre rente va passer à 1300 euros. Il faut vraiment prévoir cette revalorisation et estimer les loyers qu'on pourrait toucher avec la location du bien. Essayer que les loyers couvrent en tout cas cette revalorisation. Donc au moins toucher un loyer de 1300 euros dans cet exemple, ça serait idéal pour éviter de devoir mettre la main à la poche et tous les mois pour détenir de patrimoine immobilier. et l'autre petite astuce, c'est avoir un accord pour les annexes. Est-ce que tu en as parlé? Non, on n'en a pas parlé, justement. Dernière astuce. Vu que c'est souvent des maisons individuelles, on a quelquefois des annexes présentes sur le terrain. Ces annexes, ça peut être tout à fait un studio au fond du jardin. On peut négocier au sein du contrat la possibilité de les louer. Dans des grandes villes, on peut tout à fait louer ça à des étudiants pour des loyers importants. Donc, ça peut aussi nous aider dans le paiement des rentes et c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. On peut faire ça sur des studios, mais on peut aussi faire ça sur des garages. On peut faire ça en gros sur tout le type de biens. Même sur des très très grands terrains, j'ai déjà entendu de louer des jardins partagés, ce qui se fait beaucoup dans les villes. Donc on peut trouver des petites solutions pour améliorer la rentabilité du viager, diminuer les mensualités de la rente en tant que débit rentier. Intéressant, intéressant, et encore plus, vous allez comprendre l'intérêt de ce type d'achat immobilier, si je puis dire, dans la brochure qu'on va vous présenter juste après dans une seconde vidéo pour ne pas que celle-ci dure trop longtemps. Donc on va vous présenter un projet qu'on a sourcé et un projet qu'on a distribué à un de nos investisseurs et on va justement dérouler l'ensemble des qualificatifs de ce bien, pourquoi est-ce qu'on y allait, qui est le vendeur, comment justement nous avons réfléchi et nous avons structuré notre démarche, les chiffres également, quel est le taux de rendement interne, quel est le coût du bouquet, quel est le coût de la rente, et nous allons le voir juste après. Pour finir, merci de votre écoute. N'hésitez pas à aller sur notre site internet Esthète Vision, hein. Nous avons pour mission justement d'accompagner nos investisseurs à investir dans l'immobilier sous toutes ses formes et pas uniquement l'immobilier, on va dire, classique. L'immobilier, c'est très vaste. Il y a énormément de stratégies. Et chez Estate Vision, donc, nous faisons du clé en main, mais nous faisons surtout de l'accompagnement pour les investisseurs qui veulent justement des manières d'investir dans l'immobilier un petit peu différenciantes que ce qui est proposé par des sociétés un peu plus classiques. Merci et à bientôt.